Dans une soirée où chaque regard pèse plus lourd que l'or, un silence glacé s'installe lorsqu'une jeune femme est humiliée devant l'homme le plus influent de la salle. On la croit fragile, naïve, incapable de comprendre les rouages du pouvoir. Pourtant, derrière son calme se cache une intelligence redoutable et un savoir capable d'ébranler les certitudes du magnate. Une vérité susurrée, un passé soigneusement dissimulé, un choix qui pourrait changer le destin de tous. Restez avec nous et abonnez-vous pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. L'histoire ne fait que commencer. Dans les salons enfumés de Lyon, où l'air portait encore l'odeur des soieries et des ambitions dévorantes, Émilie Laurent se tenait droite, comme une lame effilée. C'était l'année 1890, et la ville bourdonnait sous le poids de la belle époque, cet air de splendeur factice où les fortunes se tissaient dans l'ombre des usines et des banques. Émilie, avec ses 25 ans, portait une robe de taffetas bleu nuit, cintrée à la taille par un corset impitoyable qui soulignait sa silhouette frêle, ses cheveux châtains relevés en un chignon sophistiqué orné d'une broche de perles modeste. Fille d'un modeste négociant en soie, elle avait appris à naviguer ses eaux troubles, mais ce soir-là, dans le grand hôtel de ville illuminé par des chandeliers à gaz, tout bascula. Imaginez la scène. Un bal masqué en l'honneur des magnates de la finance, où les rires étouffés masquaient les intrigues. Émilie, invitée par sa cousine, une veuve aux connexions précieuses, se retrouvait entourée d'hommes en frac noir, leurs moustaches cirées comme des armes, et de femmes parées de dentelles venues de Paris. Elle observait, silencieuse, ses yeux verts captant chaque échange. Puis il arriva. Henri Duval, le magnate de la banque lyonnaise, un colosse de 40 ans aux épaules larges, vêtu d'un habit taillé sur mesure, son regard d'acier balayant la salle comme un prédateur. Duval régnait sur les flux d'argent qui irriguaient l'Europe, accumulant des empires sur des rachats d'usines et des prêts aux nobles déchus. La tension monta quand un groupe se forma autour d'une table ornée de cristal. Duval, verre de cognac à la main, discourait sur les marchés, sa voix grave tonnant comme un décret. « Les actions, messieurs, c'est l'avenir, mais seuls les initiés survivent. Les femmes, hélas, n'y entendent rien. Elles préfèrent les rubans au bilan. » Son rire résonna, cruel, et les regards se tournèrent vers Émilie, qui s'était approchée pour écouter. Sa cousine rougit, murmura « Ignore-le, ma chère. » Mais Duval, sentant une proie, pointa son cigare vers elle. « Et vous, mademoiselle, avez-vous une opinion sur les chemins de fer en expansion ou préférez-vous broder des napperons ?» Le silence tomba, lourd comme un voile de deuil. Les invités retinrent leur souffle. Émilie sentit la chaleur monter à ses joues, non de honte, mais d'une colère contenue. Forgée dans les longues nuits où elle avait dévoré les livres de son père sur les bourses et les échanges. Son père, ruiné par une mauvaise spéculation, lui avait légué non de l'or, mais cette connaissance affûtée comme une épée. « Monsieur Duval, » répondit-elle d'une voix claire, sans trembler, « les actions des chemins de fer ne sont pas qu'un pari d'hommes. Prenez la ligne Lyon-Marseille. Son rendement a chuté de 15% l'an dernier, non par manque de rails, mais par la surproduction de soie qui inonde les ports. Si vous investissez sans hedger contre les fluctuations des matières premières, vous risquez une bulle qui éclatera comme une bulle de savon. » Un murmure parcourut l'assemblée. Duval cligna des yeux, son cigare suspendu. « Hedger, bulle. D'où sortez-vous ces termes, mademoiselle? On vous a traité d'ignorante, et à raison, semble-t-il. » Mais Émilie ne recula pas. Elle s'avança, ses jupes frôlant le tapis persan. « Ignorante ? Peut-être aux danses de salon, où les pas sont dictés par la mode. Mais sur les actions, permettez-moi, la banque Rothschild a déjà anticipé cela en vendant à découvert sur les textiles. Si vous suivez, votre portefeuille gonflera. Sinon, il fondra comme neige au printemps. Les femmes, monsieur, écoutent ce que les hommes ignorent, le pouls réel de l'économie, dans les ateliers et les marchés. » Le magnate resta sans voix, son visage virant au cramoisi sous les lustres vacillants. Les invités, d'abord choqués, éclatèrent en applaudissements discrets. Émilie avait osé,
brisant le voile de l'invisibilité imposée aux femmes de son rang. Mais dans ce triomphe fugace, un danger se profilait. Duval, piqué au vif, la fixait avec une intensité nouvelle, mélange de fureur et d'intérêt. Ce regard promettait non seulement une revanche, mais une obsession qui allait ébranler sa vie entière. Pourtant, au cœur de cette confrontation, Émilie sentit une étincelle. La liberté d'avoir parlé, de s'être affirmée dans un monde qui la reléguait aux ombres. C'était le début d'une tempête, où l'amour, l'ambition et la trahison se mêleraient comme les fils d'une tapisserie lyonnaise. Restez avec moi pour découvrir comment cette étincelle allumera un feu qui consumera les intrigues de la haute société. Et maintenant, chers auditeurs, si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des récits passionnants de la Belle Époque. Dites-moi en commentaire de quelle ville et de quel pays vous nous rejoignez ce soir. Votre voix nous porte plus loin. Les jours suivant le bal masqué s'écoulèrent comme un fleuve tranquille à la surface, mais tourmenté en profondeur. Émilie Laurent rentra chez elle, dans la modeste maison de la rue Saint-Georges, nichée au cœur du quartier des Soyeux de Lyon. La ville, avec ses traboules sombres et ses canutes affairées, respirait encore l'héritage de la révolution industrielle, où les métiers à tisser cliquetaient jour et nuit sous les toits pentus. C'était 1890, et l'air printanier portait l'odeur des mûriers blancs, ces arbres qui nourrissaient les vers à soie et les rêves de fortune pour tant de familles comme la sienne. Émilie, à 25 ans, vivait avec sa mère, veuve depuis 5 ans, et sa cousine Louise, cette veuve aux connexions qui l'avait traînée au bal. La maison, un immeuble étroit de 3 étages aux murs ocre, abritait au rez-de-chaussée l'échoppe de soierie de son défunt père. Les pièces du dessus, meublées de bois ciré et de tapisseries fanées, sentèrent le thé à la bergamote et les pages jaunies de livres empruntés à la bibliothèque municipale. Émilie s'habillait simplement ce matin-là. Une robe de coton gris perle, à col haut amidonné, jupe plissée tombant jusqu'aux chevilles, ses cheveux châtains noués en un chignon bas orné d'un ruban noir. Pas de bijoux superflus, elle préférait la discrétion d'une broche en argent, souvenir de son père, un négociant ruiné par les caprices des marchés. Le quotidien d'Émilie se déroulait entre les obligations familiales et ses lectures clandestines. À l'aube, elle aidait sa mère, Marguerite Laurent, une femme de 50 ans aux traits tirés par le deuil, à trier les échantillons de soie dans l'échoppe. Marguerite, vêtue d'une robe de laine sombre cintrée, ses cheveux grisonnants sous un bonnet de dentelle, gérait les comptes avec une précision maniaque. « Ma fille, les soieries se vendent bien cette saison, mais les taxes de l'État nous étouffent comme un corset trop serré, » soupirait-elle souvent, ses mains calleuses caressant les rouleaux chatoyants de bleu et de pourpre. Émilie hochait la tête, masquant son savoir plus vaste. Son père lui avait enseigné, dans les soirées éclairées à la lampe à huile, les arcanes des bourses, les actions, les obligations, les fluctuations des ports de Marseille. Le monde des hommes est fait de chiffres, Émilie, mais les femmes y entrent par la porte dérobée, lui avait-il dit avant de mourir, les yeux voilés par la fièvre. Louise, la cousine, apportait une bouffée d'air du grand monde. À 30 ans, veuve d'un officier, elle portait des toilettes plus audacieuses. Ce jour-là, un corsage de velours vert olive brodé de perles fines, sa jupe à volants effleurant le sol de marbre de la salle à manger. Installée chez les Laurent depuis 1 an, elle ourdissait des alliances sociales pour Émilie. « Tu as été magnifique au bal, ma chère, ce Duval, quel rustre, mais ton audace !» Les murmures courent déjà dans les salons. Louise riait, ses yeux pétillants, mais Émilie sentait une pointe d'inquiétude. La haute société lyonnaise, avec ses hiérarchies rigides, les banquiers au sommet, les négociants au milieu, les ouvriers en bas, ne pardonnaient pas les écarts. Les femmes devaient incarner la grâce, assister au thé, broder, charmer, sans jamais dominer la conversation. Pourtant, Émilie n'était pas faite pour l'ombre. Dans l'après-midi, seule dans sa chambre aux murs tapissés de papier peint floral, elle ouvrait un vieux ledger emprunté, traçant des schémas sur les cours des actions ferroviaires.
Ses doigts fins, tachés d'encre, volaient sur le papier. Elle rêvait d'un avenir où son esprit pourrait s'épanouir, loin des mariages arrangés et des ragots. Sa mère l'observait parfois depuis le seuil, un mélange de fierté et de crainte dans le regard. « Prends garde, Émilie, les savoirs des hommes attirent les loups. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la Saône, un premier indicio de tension perça la routine. Louise revint d'une visite chez une amie, le visage pâle sous son chapeau à plumes. Dans la cuisine, éclairée par une unique lampe à gaz, elle murmura à Émilie, tandis que Marguerite préparait un bouillon de légumes. « J'ai entendu des choses au salon de Madame Fournier. Duval est furieux. Il raconte que tu as osé le défier pour attirer l'attention, que tu es une intrigante sortie de nulle part. Pire, il insinue que ton père a été ruiné par des dettes cachées et que tu complotes pour les effacer. » Émilie sentit un froid la traverser, comme un courant d'air sous les portes. Duval, ce colosse aux yeux d'acier, ne lâcherait pas. Ses banques contrôlaient les prêts aux soyeux. Un mot de lui, et l'échoppe familiale pourrait fermer. Marguerite, entendant les mots, posa sa louche avec un claquement sec. « Henri Duval, ce requin de la finance. Émilie, tu dois t'excuser. Demain, nous irons à la messe à Saint-Jean et tu souriras aux bonnes personnes. » Mais Émilie secoua la tête, son cœur battant. « Excuser, après avoir goûté à la voix qui porte ? Non. » Pourtant, au fond d'elle, une peur nouvelle s'insinuait, et si Duval frappait là où ça faisait mal, au cœur de leur fragile équilibre. La nuit tomba sur Lyon, les cloches sonnant l'heure du couvre-feu pour les âmes inquiètes. Émilie s'allongea, fixant les ombres dansantes au plafond. Le monde qu'elle connaissait, ce cocon de soierie et de silence, craquelait déjà. Et demain, un messager inattendu frappa à la porte, portant une enveloppe scellée d'un cachet de cire rouge orné d'un lion rampant. L'enveloppe, lourde de promesses ou de menaces, portait le nom d'Émilie en encre noire. L'enveloppe glissa entre les doigts d'Émilie comme un serpent froid. Elle l'ouvrit dans la lueur tremblante de la lampe à huile, le cœur cognant contre ses côtes. Les mots, tracés d'une encre ferme, portaient la signature d'Henri Duval lui-même. « Mademoiselle Laurent, votre impertinence au bal m'a intrigué. Les femmes de votre milieu parlent rarement avec une telle. Précision. Je vous invite à une entrevue privée demain midi, au Café des Négociants, place Bellecour. Venez seul. Nous discuterons des actions que vous semblez si bien connaître. Refusez, et les rumeurs sur votre famille s'amplifieront. » Émilie relut les lignes, le papier froissé dans sa paume. Une invitation ou une convocation déguisée? Duval, ce magnate dont les banques étouffaient les petits commerçants comme son père, tendait une main gantée de velours. Mais sous le velours, des griffes. Sa mère, alertée par le bruit, entra dans la chambre, son châle de laine usé sur les épaules. « Qu'est-ce donc, ma fille ?» Émilie hésita, puis tendit la lettre. Marguerite pâlit, ses lèvres pincées. « Non, tu n'iras pas. Cet homme est un loup. Il ruine les familles pour un caprice. » Louise, qui avait entendu depuis le couloir, s'approcha, ses yeux vifs scrutant le texte. « Au contraire, c'est une porte ouverte. Duval contrôle les prêts pour les soyeux, accepte et nous pourrions renégocier nos dettes. Refuse et il nous coule. » La nuit fut courte, hantée par des rêves de chiffres dansants et de regards d'acier. Au matin, Lyon s'éveillait sous un ciel voilé, la Saône coulant paresseuse entre les quais encombrés de charrettes. Émilie se prépara avec soin. Une robe de serge grise, modeste mais bien coupée, avec un col de dentelle blanche et une jupe à plusieurs volants qui bruissaient à chaque pas. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon serré, étaient ornés d'une unique épingle d'argent. Pas de maquillage. Son visage pâle, aux traits fins et aux yeux verts perçants, suffirait. Elle quitta la maison sans un mot, le poids de l'enveloppe dans sa bourse. Le Café des Négociants, avec ses vitrines embuées et ses tables de marbre, bourdonnait de conversations feutrées. Des hommes en redingote sirotaient leur café noir, journaux déployés sur les nappes blanches. Duval l'attendait dans un coin discret, son imposante silhouette engoncée dans un fauteuil de velours rouge.
À 40 ans, il portait une moustache taillée avec précision, ses cheveux poivre et sel lissés en arrière, un gilet brodé rehaussant sa chemise empesée, un cigare éteint entre les doigts. Il se leva à son approche, un sourire carnassier aux lèvres. « Mademoiselle Laurent, vous voilà, asseyez-vous. Un absinthe pour la dame ?» Elle déclina d'un geste, s'installant face à lui, les mains croisées sur ses genoux. L'air sentait le tabac et le café torréfié, un fond sonore de cuillères tintant contre la porcelaine. « Monsieur Duval, je suis venu par curiosité, non par peur. Vos rumeurs ne m'effraient pas. » Il rit, un son grave qui fit tourner quelques têtes. « Curiosité ou ambition ? Votre père, paix à son âme, a perdu une fortune sur des actions mal placées. Vous, sa fille, parlez comme un courtier de la bourse. D'où vient ce savoir? Une institutrice? Un amant éclairé? » Émilie soutint son regard, la gorge serrée. « De mon père lui-même. Il m'a tout appris avant de mourir. Les bilans, les hedges, les cycles des marchés. Je ne suis pas une ignorante comme vous l'avez proclamé. » Duval se pencha en avant, ses yeux plissés. « Impressionnant et utile. La ligne Lyon-Marseille que vous avez mentionnée. » Elle vacille, en effet. « J'ai des intérêts là-dedans. Mais les femmes ne conseillent pas. Elles épousent. Voici ma proposition. Unissez-vous à moi, par mariage. Votre esprit fertilisera mon empire. En échange, j'efface les dettes de votre famille et vous entrez dans le monde des salons parisiens. Refusez et, disons que les banques resserrent les cordons. » Le choc la frappa comme un coup de vent froid. Un mariage avec cet homme qui la toisait comme un trophée. Émilie recula légèrement, ses doigts blanchis sur le bord de la table. « Monsieur, je ne suis pas une marchandise à troquer contre des prêts. Mon savoir n'est pas à vendre pour une alliance forcée. » Duval haussa les épaules, son ton durcissant. « Pensez-y, la société lyonnaise est impitoyable. Sans mon soutien, votre échoppe ferme d'ici 6 mois. Les créanciers attendent. » Il fit un signe au garçon, paya l'addition d'un geste nonchalant et se leva. « Répondez-moi d'ici demain soir, par coursier, où les rumeurs deviendront vérité. Votre père, un fraudeur. Vous, une aventurière. » Émilie quitta le café, l'air printanier lui fouettant les joues. Les pavés de la place Bellecour, bordés de marronniers en fleurs, semblaient soudain hostiles. Elle marcha vite, le cœur en tumulte. Une alliance avec Duval signifierait la sécurité pour sa mère, un statut pour Louise, mais l'enfermement pour elle. Refuser? La ruine. À la maison, elle trouva Marguerite et Louise dans la salle à manger, un thé fumant devant elle. « Il veut m'épouser », lâcha-t-elle, la voix brisée. Sa mère porta une main à sa poitrine. « Émilie, c'est une chance !» Louise, plus pragmatique, hocha la tête. « Ou une prison dorée. Mais sans lui, nous sombrons. » Les heures s'étirèrent en débats fiévreux. Marguerite invoquait le devoir filial, les yeux humides. « Ton père aurait voulu que tu sauves ce qu'il a bâti. » Louise arguait des bénéfices sociaux. « Imagine les portes qui s'ouvrent. Les balles, les influences. » Émilie, seule avec ses pensées, fixait la broche paternelle épinglée à son corsage. Son savoir, son arme, se muaient en piège. Le soir venu, un premier obstacle se dressa. Un huissier frappa à la porte, portant une mise en demeure pour les dettes impayées, signée par la banque de Duval. La pression montait, inexorable. Hésitante, Émilie rédigea une réponse laconique. « Je décline votre offre, monsieur. Mon avenir ne se monnaie pas. » Elle la scella, mais au moment de l'envoyer, un doute la paralysa. Envoyer cela, c'était rompre le statu quo, plonger dans un nouveau monde de vigilance publique et de calomnie. Les règles changeaient, plus de silence modeste, mais une guerre ouverte contre un titan. Pourtant, au fond d'elle, une flamme s'allumait, la rupture nécessaire pour respirer librement. Soudain, un bruit à la fenêtre, une silhouette furtive, un messager? Non, juste l'ombre d'un fiacre. Mais le lendemain, à l'aube, une lettre anonyme glissa sous la porte, murmurant « Duval complote plus qu'un mariage. Fuyez ou rejoignez-le. » La décision d'Émilie venait de basculer. Non plus un refus simple, mais une fuite forcée vers une maison inconnue où des alliés inattendus l'attendaient.
Les jours suivants, l'arrivée de la lettre anonyme s'écoulèrent dans un tourbillon d'incertitudes. Émilie, le cœur serré par le refus qu'elle avait finalement envoyé à Duval, se réfugia dans les routines de la maison. Mais le monde extérieur, ce lion bruissant de soieries et de secrets, ne lui laissait aucun répit. Sa cousine Louise, sentant la tempête approcher, insista pour une sortie. Un thé mondain chez Madame Fournier, veuve influente des quartiers hauts, où les ragots se tissaient plus finement que les damas. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, ma chère. Montre-leur que tu n'es pas brisée. » Émilie céda, enfilant une robe de mousseline beige à manches bouffantes, cintrée à la taille par un corset discret, sa jupe à plusieurs gradins effleurant les pavés humides de la rue. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon orné d'une barrette d'ivoire, encadraient un visage pâle, où perçait une détermination nouvelle. La broche de son père, un petit camée en cornaline gravé d'un motif floral épinglé à son col, lui rappelait les leçons du passé, un talisman contre les ombres. Le salon de Madame Fournier, dans un hôtel particulier de la Croix-Rousse, exhalait l'odeur du thé à la rose et des pâtisseries fines. Les fenêtres à meneaux laissaient filtrer une lumière tamisée par des rideaux de tulle, illuminant une assemblée de dames en toilette pastel. Corsages brodés de perles, jupes à volants et chapeaux ornés de plumes d'autruche. Une quinzaine de femmes, âgées de 20 à 60 ans, sirotaient leur breuvage dans des tasses de porcelaine de Limoges, échangeant des sourires polis qui masquaient les jugements acérés. Madame Fournier, une matrone de 55 ans aux cheveux poivre et sel noués en tresses sophistiquées, vêtue d'un ensemble de failles grises à jabots de dentelle, accueillit Émilie d'un regard scrutateur. « Mademoiselle Laurent, quel plaisir! On parle tant de vous depuis le bal. Asseyez-vous près de moi. » Émilie s'installa sur un fauteuil crapaud tendu de velours vert, les mains croisées sur ses genoux pour cacher leur léger tremblement. Les conversations glissaient sur les modes parisiennes, les mariages à venir, mais bientôt, les yeux se tournèrent vers elle. Une dame en robe de soie rose, Madame Bertrand, une veuve aux joues poudrées et au nez busqué, lança le premier dard. « Dites-moi, mademoiselle, on raconte que vous avez ébloui Monsieur Duval avec des termes d'affaires. Est-ce vrai? Une jeune fille de négociant parlant d'action comme un courtier? C'est charmant, mais si, inhabituel. » Un rire étouffé courut dans le salon, comme un frisson sur l'eau. Une autre, Mademoiselle Duval, non, une parente éloignée du magnate, une demoiselle aux 28 ans, en taffetas vert-bouteille à col montant, ajouta d'un ton mielleux. Mon cousin Henri est un homme d'expérience. Il ne tolère pas les fantaisies. Peut-être avez-vous mal interprété son intérêt. Les femmes de notre milieu savent se taire sur ces matières, pour le bien de tous. La humiliation subtile s'insinuait, comme un poison lent. Émilie sentit la chaleur monter à ses joues, non de honte, mais d'une indignation contenue. Les classes sociales se rappelaient à elle. Ici, les banquières et les veuves nobles dictaient les règles, reléguant les filles de soyeux au rôle décoratif. « Mesdames, » répondit-elle d'une voix mesurée, les yeux fixés sur sa tasse fumante, « l'intérêt de Monsieur Duval n'était pas un malentendu. J'ai simplement partagé ce que j'ai appris de mon père. Les actions des chemins de fer touchent nous toutes. Les soieries que nous portons voyagent par ces lignes. Ignorer cela, c'est risquer la ruine pour nos familles. » Un silence pesant suivit, brisé par un applaudissement lent depuis l'embrasure de la porte. C'était lui, Pierre Beaumont, un avocat de 32 ans, aux épaules athlétiques moulées dans un veston de tweed gris, pantalon droit et cravate de soie noire nouée avec précision. Ses cheveux bruns, légèrement ondulés, encadraient un visage anguleux marqué d'une cicatrice discrète au sourcil gauche, souvenir d'une chute de cheval dans sa jeunesse. Fils d'un notaire modeste, il naviguait les cercles légaux lyonnais, défendant les petits commerçants contre les géants comme Duval. Il s'approcha, un sourire fugace aux lèvres, et s'inclina légèrement devant Émilie. « Permettez-moi d'ajouter, mesdames, que le savoir de mademoiselle Laurent n'est pas une fantaisie. J'ai eu l'honneur de croiser son père. Il était un esprit vif. Et dans les tribunaux, nous voyons trop souvent les ravages de l'ignorance en affaires.
Bravo pour votre franchise. Sa voix, grave et assurée, porta comme un bouclier. Il ne la toucha pas, mais son regard, d'un bleu profond, s'attarda un instant sur elle. Un micro-geste, un éclat de soutien dans la tempête. Les dames murmurèrent, surprises. Madame Fournier haussa un sourcil, impressionnée malgré elle. « Monsieur Beaumont, vous défendez toujours les causes perdues ?» Pierre rit doucement, sans amertume, seulement celles qui en valaient la peine. Il s'assit à distance respectable, engageant la conversation sur les récentes fluctuations des ports, citant des faits que Émilie connaissait bien. Entre deux phrases, leurs yeux se croisèrent à nouveau, un silence partagé, chargé d'une compréhension muette. La broche à son col capta la lumière. Pierre la remarqua et murmura plus tard, en lui tendant une tasse de thé, « Un bel héritage, il vous va bien. » Ses doigts effleurèrent les siens par accident, ou non, un rosse fugace qui envoya une étincelle le long de son bras. Pour la première fois depuis le bal, Émilie sentit un espoir naître. Non une alliance forcée, mais une connexion authentique, forgée dans l'adversité. Pourtant, l'antagoniste veillait dans l'ombre. Au fond du salon, près d'une fenêtre, un valet en livrée noire, envoyé de Duval sans doute, notait chaque mot, son plumeau dissimulant un carnet. Pierre le repéra, son expression se durcissant imperceptiblement. « Prenez garde, mademoiselle !» souffla-t-il à Émilie en se levant. « Les loups aiment les proies qui mordent. » Elle hocha la tête, le cœur battant. Le thé s'acheva sur des au revoir polis, mais dehors, sous le ciel crépusculaire, un fiacre les suivit discrètement jusqu'à la rue Saint-Georges. Le lendemain matin, alors qu'Émilie triait des échantillons de soie dans l'échoppe, un journal local atterrit sur le comptoir, apporté par un gamin des rues. La une portait un entrefilet discret. Une jeune héritière de Soyeux défie les conventions au salon Fournier, allié inattendu d'un avocat zélé. Les ragots s'amplifiaient, visibles comme une tache d'encre sur du satin blanc. Duval observait, et Pierre. Pierre avait semé une graine d'alliance, mais ce soir-là, un coursier frappa à la porte, portant une invitation pressante de Madame Fournier. Un dîner où Beaumont serait présent et où Duval promettait de clarifier les malentendus. La trappe se refermait. Émilie devrait naviguer ce nouveau monde, ou périr engloutie. La pluie s'abattit sur Lyon comme un châtiment divin, transformant les rues pavées en torrents furieux. C'était le soir du dîner chez Madame Fournier, et Émilie, enveloppée dans un manteau de laine noire imperméable, descendit du fiacre devant l'hôtel particulier de la Croix-Rousse. L'orage grondait, les éclairs zébrant le ciel au-dessus de la colline, tandis que le vent hurlait dans les cheminées. Elle avait hésité toute la journée, le journal froissé dans sa poche comme un avertissement, mais refuser l'invitation aurait scellé son isolement. Sa robe de soie taupe, à corsage ajusté et jupe à traîne modérée, se collait déjà à sa peau sous l'assaut des gouttes. Ses cheveux châtains, protégés par un chapeau-cloche orné d'une voilette, collaient en mèche rebelle. La broche paternelle, ce camé en cornaline, pesait contre sa poitrine comme un cœur battant. À l'intérieur, le salon principal bruissait d'une chaleur contrastante. Cheminées crépitantes, candélabres à gaz diffusant une lueur dorée sur les tapisseries lyonnaises aux motifs floraux. Une dizaine d'invités, hommes mis en smoking noir et femmes en robe de soirée au décolleté brodé de perles, échangeaient des mondanités autour d'une table dressée de cristal et d'argenterie. Madame Fournier, imposante dans son ensemble de velours bordeaux à manches gigots, l'accueillit d'un sourire calculateur. « Mademoiselle Laurent, pile à l'heure. Monsieur Duval est déjà là, et Monsieur Beaumont. Eh bien, il arrive. » Émilie hocha la tête, le cœur serré. Pierre. Son intervention au thé l'avait marqué, ce regard bleu comme un refuge dans la tempête sociale. Le dîner s'étira en un ballet de couverts tintants et de conversations polies sur les récoltes de soie et les bals parisiens. Duval trônait en bout de table, sa silhouette massive engoncée dans un habit de queue, moustache luisante sous la lumière. À 40 ans, il dominait l'assemblée de sa voix tonitruante, discourant sur les prêts aux usines avec une assurance qui masquait son courroux.
Ses yeux d'acier glissaient vers Émilie, assis à mi-distance, un verre de Bordeaux à la main. Pierre, en face d'elle, vêtu d'un veston ajusté, soulignant ses épaules larges, la saluait d'un infime hochement de tête. Sa cicatrice au sourcil gauche semblait plus prononcée sous les flammes dansantes, un rappel de vulnérabilité humaine. Puis, l'orage frappa de plein fouet. Un coup de tonnerre ébranla les vitraux et la pluie martela les fenêtres comme des balles. Les invités sursautèrent. Une bourrasque éteignit plusieurs becs de gaz, plongeant la salle dans une pénombre vacillante. « Seigneur, c'est le déluge !» s'exclama Madame Fournier, ordonnant aux valets d'allumer des lampes à huile. Mais le chaos s'installa. Le cocher d'Émilie refusa de repartir sous l'averse, et plusieurs fiacres se coincèrent dans les rues inondées en contrebas. « Personne ne bouge ce soir !» déclara Duval, un sourire narquois aux lèvres. « La nuit nous retient tous prisonniers. » Les invités se regroupèrent au salon adjacent, près de la cheminée, pour une veillée improvisée. Émilie se retrouva isolée dans un coin, un châle sur les épaules, observant les ombres. Pierre s'approcha, un plateau de thé fumant à la main. « Permettez-moi de vous réchauffer, mademoiselle. Cette tempête semble nous confiner ensemble. » Sa voix, basse et rassurante, coupa le tumulte. Ils s'assirent sur un canapé de brocart, à distance respectable, mais l'intimité forcée de la pièce exiguë, avec ses invités dispersés en murmures, les enveloppa comme un cocon. Dehors, le vent hurlait, isolant ce moment du monde extérieur. Émilie accepta la tasse, ses doigts effleurant les siens, un contact fugace, chargé d'électricité contenue. « Merci, monsieur Beaumont. Vous avez été mon bouclier au thé. Pourquoi risquer votre réputation pour une inconnue ?» Il posa sa tasse, son regard plongeant dans le sien, les flammes de la cheminée dansant sur son visage anguleux. « Inconnue ? Pas après vos mots sur les actions. J'ai défendu votre père autrefois, dans un litige mineur contre un créancier. Il était un homme droit, ruiné par la malchance, non par la faute. Et vous portez son feu. » Une pause s'étira, lourde de silence partagé. Pierre baissa les yeux sur la broche à son col. « Ce camé, il m'évoque une histoire, le mien. » Il dénoua discrètement sa cravate, révélant un pendentif caché sous sa chemise. Un médaillon en argent gravé d'un chêne, objet hérité de son propre père, un notaire mort dans un duel d'honneur pour défendre un client pauvre. Mon père m'a appris la justice, pas l'or, mais la perte m'a marqué. J'ai vu trop de familles brisées par des hommes comme Duval. Culpa, luto. Cela forge ou cela brise. Émilie sentit une brèche s'ouvrir en elle, comme une porte longtemps verrouillée. La musique lointaine, un gramophone actionné par un valet, jouant une valse mélancolique de Chopin, enveloppa leurs mots. Elle toucha son camé, les doigts tremblants. « Mon père !» Il m'a enseigné les marchés dans nos nuits solitaires. Avant sa fièvre, il a pleuré. J'ai failli, Émilie. Un devoir mal tenu envers un partenaire. Sa ruine n'était pas seulement la chance, une dette d'honneur cachée pour nous protéger. J'ai juré de ne pas plier, mais ce poids, il m'étouffe. Les mots coulèrent, nus, sans artifice. Pierre hocha la tête, son expression adoucie, humanisée par ce passé partagé. Le devoir nous lie, mais il ne doit pas nous enchaîner. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Leur proximité s'intensifia sans un geste de trop, un regard prolongé, un silence où leur souffle se mêlait au crépitement du feu. Une promesse tacite naquit, non des vœux, mais d'une alliance forgée dans la vulnérabilité. Pierre posa une main sur le dossier du canapé, près de la sienne, un geste qui réchauffa l'air entre eux. « Je serai là, quand la tempête passera. Pas pour la gloire, mais pour l'équité. » Émilie sourit pour la première fois ce soir, une chaleur nouvelle irradiant son cœur. La confiance s'épanouissait, fragile mais réelle, comme une flamme protégée du vent. Pourtant, Duval observait depuis l'autre bout de la pièce, son cigare allumé projetant des volutes d'ombre. Il fit un signe discret à un valet, son espion sans doute, qui glissa une note pliée dans la poche d'un invité. Le signal était clair, le mouvement reprenait. Au milieu de la nuit, alors que l'orage faiblissait en averses sporadiques,
Un coursier trempé frappa à la porte principale. Madame Fournier lut le message à voix haute, le visage assombri. Une lettre de la banque de Duval exigeant un paiement immédiat pour les dettes des Laurent, sous peine de saisie. « C'est pour demain », murmura-t-elle. Émilie pâlit, le réconfort de Pierre évaporé comme la brume. La marée émotionnelle retombait, emportant avec elle l'illusion de paix. Dehors, la pluie persistait, mais le vrai déluge venait de l'intérieur des murs. L'aube se leva sur Lyon comme un voile gris, imprégné de l'humidité persistante de l'orage. Émilie rentra chez elle au petit matin, le fiacre cahotant sur les pavés encore luisants, son manteau trempé collé à sa robe de soie taupe. La lettre de la banque pesait dans sa bourse comme une pierre, un ultimatum froid. Paiement immédiat des dettes familiales ou saisie de l'échoppe. Marguerite l'attendait dans la cuisine, les yeux rougis par une nuit sans sommeil, une robe de nuit usée nouée à la taille. « Ma fille, qu'as-tu fait? Duval frappe déjà. » Louise, en peignoir de coton blanc, arpentait la pièce, ses cheveux défaits cascadant sur ses épaules. « C'est une déclaration de guerre, nous devons négocier. » Mais Émilie, épuisée par les confidences partagées avec Pierre, secoua la tête. Son regard bleu, ce refuge fugace dans la tempête, l'avait ancré un instant. Pourtant, la réalité mordait. Duval ne tolérait pas les alliances rivales. Les jours suivants s'écoulèrent en un tourbillon d'angoisse. L'échoppe des Laurent, autrefois animée par les clients en quête de soieries chatoyantes, se vida comme un puits asséché. Les fournisseurs, avertis par des murmures, retinrent leur livraison. Marguerite comptait les rouleaux invendus, ses mains tremblantes sur les comptes. 20% de pertes en une semaine. Si nous ne payons pas d'ici 3 jours, c'est la fin. L'attaque frontale vint au milieu de la matinée, sous un ciel bas et lourd. Un huissier en redingote noire, escorté de 2 gardes en uniforme, frappa à la porte de l'échoppe. La cloche tinta comme un glas. Émilie, derrière le comptoir, vêtue d'une simple blouse de percale grise sur sa jupe de laine, sentit son estomac se nouer. L'homme, un squelette aux lunettes pincées, déroula un parchemin scellé. Au nom de la banque Duval, saisie immédiate des biens pour dettes impayées. L'inventaire commence. Les gardes s'avancèrent, ouvrant les tiroirs, empoignant les échantillons de soie comme des trophées vulgaires. Un rouleau de damas bleu nuit, le préféré de son père, roula au sol, souillé par une botte boueuse. Les voisins s'attroupèrent dehors, leur chuchotement perçant les vitres. Les Laurent, ruinés par l'orgueil de la fille. Marguerite s'effondra sur une chaise, un sanglot étouffé dans son tablier. Louise tenta de protester, sa voix aiguë. « C'est une erreur. Nous avons des arrangements en cours. » Mais l'huissier haussa les épaules. « Ordre direct de Monsieur Duval. » Il cite des irrégularités dans les comptes du défunt Monsieur Laurent. Fraude présumée sur des prêts anciens. Émilie blêmit. Fraude? Son père, cet homme intègre, accusé post-mortem? La calomnie publique s'étalait déjà. Un crieur de journaux au coin de la rue agitait un placard fraîchement imprimé. Scandale chez les soyeux, une famille complote contre les banquiers. La nouvelle se propagea comme un feu de paille dans les traboules étroites. À midi, au marché aux Halles, des commères en châles de laine brodée secouaient la tête. Émilie Laurent, cette effrontée du bal, a attiré la malédiction sur sa maison. La réputation de la famille, fragile comme une toile d'araignée, se déchirait en public. Émilie courut à la bibliothèque municipale, espérant un recours dans les archives, mais le bibliothécaire, un vieil homme en gilet usé, murmura « Mademoiselle, évitez les ennuis. Duval contrôle les dons à cette institution. » Isolation totale, même les alliés potentiels reculaient, craignant les représailles. Pierre. Émilie songea à lui toute l'après-midi, barricadée dans sa chambre au mur tapissé de papier peint défraîchi. Leur intimité forcée sous l'orage, ces silences chargés de passé, semblaient un rêve évanoui. Elle rédigea une note brève, la confiant à un gamin des rues. « Besoin de votre conseil. L'échoppe est saisie. Mais le soir venu, aucun retour. Au lieu de cela, un coursier de la banque arriva, portant une enveloppe cachetée. Les mots d'Henri Duval, tracés d'une encre rageuse. « Votre refus m'a amusé. Mademoiselle,
Mais votre petit avocat, Beaumont, paiera pour son audace. J'ai des preuves de ses erreurs passées. Un client ruiné par son conseil mal avisé. Rejoignez-moi demain à la bourse où il perd sa licence. Et votre famille. Disons que la rue Saint-Georges deviendra un souvenir. Le choc la cloua sur place. Duval ne frappait plus en ombre. Il exposait, chantait, sabotait ouvertement. La réputation d'Émilie, déjà entachée, s'effondrait. Plus de thé, plus de salon. Sa mère, prostrée, murmura « Fuis, Émilie, va chez ta tante à la campagne. » Mais fuir, c'était abandonner Pierre à la tourmente. Le lendemain, à la Bourse de Lyon, un bâtiment austère aux colonnes de pierre, l'air saturé d'odeurs de cigares et de parchemins, Émilie se présenta malgré la peur. Vêtue d'une robe de serge noire sobre, un voile de crêpe sur le chapeau pour masquer son visage pâle, elle traversa la salle bondée d'hommes en frac, leur voix tonnant sur les cours des actions. Duval l'attendait près d'un pupitre, entouré de courtiers aux moustaches cirées. À 40 ans, il irradiait une fureur contenue, son gilet brodé tendu sur son torse massif. « Vous voilà, mademoiselle, témoin de votre chute. » Il agita un dossier, faux bilan, accusation forgée contre son père et contre Pierre, un litige ancien, déformé en négligence criminelle. Votre allié Beaumont sera radié d'ici la fin de la semaine, et vous, isolé, sans un sou. Émilie soutint son regard, la voix ferme, malgré le tremblement. Vous abusez de votre pouvoir, monsieur. Ce n'est pas justice, c'est vengeance. Il rit, un son qui noya les murmures environnants. Vengeance ? Pour une femme qui ose me défier ? Oui. Et maintenant, le point de non-retour, signez ceci. Il poussa un contrat. Mariage forcé en échange du retrait des saisies. Refuser, c'était tout perdre. Émilie signa d'une main hésitante, les larmes brûlantes aux yeux, non par capitulation, mais pour protéger Pierre et sa mère. Le moment sans retour, en paraphe, elle scella son exil émotionnel, rompant l'équilibre fragile avec l'avocat. Duval empocha le papier, triomphant. Sage décision, le mariage dans un mois, et Beaumont, qu'il disparaisse de votre vie. Dehors, sous la pluie fine recommencée, Émilie marcha seule, le cœur brisé. Pierre l'attendait près d'une fontaine, son visage marqué par l'inquiétude, mais elle détourna les yeux, un ultimato social gravé en elle. Éloignement total ou ruine partagée. La séparation littérale et cruelle s'imposait. Ce soir-là, une lettre de lui arriva enfin. Que s'est-il passé? Rejoignez-moi. Mais elle la brûla dans la cheminée, les flammes dévorant l'espoir. Duval montait, et Lyon, impitoyable, l'avalait tout entière. Pourtant, dans l'ombre, une étincelle de révolte persistait. Les semaines qui suivirent la signature forcée du contrat s'étirèrent comme une toile tendue à rompre, imprégnée de l'odeur âcre de la trahison et de la soie moisie dans l'échoppe fermée. Émilie Laurent, à 25 ans, errait dans les pièces sombres de la maison de la rue Saint-Georges, son corps frêle, enveloppé d'une robe de laine noire, austère, cintré par un corset lâche qui ne masquait pas sa fatigue. Ses cheveux châtains, noués en un chignon négligé, laissaient échapper des mèches folles, et ses yeux verts, autrefois vifs, portaient l'ombre d'un deuil anticipé. Le mariage avec Duval, fixé dans un mois, implanait comme une épée de Damoclès, tandis que Pierre Beaumont, cet avocat aux épaules solides et au regard bleu protecteur, s'était évanoui dans un silence douloureux. Émilie avait brûlé sa lettre, mais le regret la rongeait, nuit après nuit, sous les toits pentus de Lyon. Marguerite, sa mère, tentait de maintenir une façade de résignation, tricotant des châles inutiles près de la cheminée à gaz faiblarde. Louise, la cousine, arpentait les couloirs en peignoir de percale froissée, murmurant des plans de fuite impossibles. Ce Duval est un monstre, Émilie. Mais peut-être. Peut-être qu'un scandale public le fera reculer. Les mots flottaient, vides. La saisie avait vidé l'échoppe. Les dettes, gonflées par des intérêts usuraires, étouffaient la famille comme un étau. Duval, depuis son bureau aux colonnes de marbre de la banque, orchestrait tout,
Rumeurs dans les marchés, refus de prêts aux anciens clients des Laurent. La haute société lyonnaise, avec ses bals masqués et ses thés empoisonnés, l'isolait plus encore, la traitant comme une paria consentante. Puis, un matin pluvieux, 3 semaines après le contrat, un coup discret à la porte rompit le silence. Émilie ouvrit, surprise de voir un vieil homme voûté, vêtu d'un manteau usé et d'un chapeau melon cabossé, une sacoche de cuir craquelée à l'épaule. « Mademoiselle Laurent, je suis Jacques Moreau, ancien clerc chez les notaires Vigny, votre père. Il m'avait confié ceci pour le jour où le besoin se ferait pressant. » Il glissa un paquet enveloppé de toile cirée, scellé d'un cachet fané. Émilie le prit, les mains tremblantes, et referma la porte. Dans la cuisine, éclairée par une unique lampe à huile, elle défit le nœud. À l'intérieur, un ledger jauni, un portrait miniature de son père, et une liasse de lettres jaunies, liées par un ruban rouge. Le cœur battant, elle s'assit à la table de chêne massif, les pages craquant sous ses doigts. Le ledger révélait tout. Pas de fraude, mais une manipulation orchestrée par Duval lui-même, 10 ans plus tôt. Son père avait emprunté pour étendre les chopes, mais Duval, alors un jeune banquier ambitieux, avait falsifié les termes du prêt, gonflant les intérêts pour forcer la ruine et racheter les dettes à bas prix. Une entrée soulignait. Duval complote avec les fournisseurs. Il sabote les cargaisons de soie pour justifier les pénalités. Les lettres, adressé à un associé disparu, confirmait, témoignage de témoins, un livre Kesha dissimulé montrant des paiements occultes à des juges, et le portrait, ce visage sévère aux yeux comme les siens, avec une note au dos, « Ma fille, si le loup revient, frappe avec la vérité. Pas pour vengeance, mais pour justice. » Émilie relut, les larmes brouillant l'encre. La vérité structurale éclatait. Duval n'était pas un magnate intouchable, mais un escroc qui tissait sa toile sur des vies brisées. Son père n'avait pas failli. Il avait été piégé dans un complot pour consolider l'empire bancaire. La colère monta, pure, indignante, comme un feu qui consumait la peur. « Mère, Louise, regardez cela. » Elles s'approchèrent, pâles, et le choc les lia. « C'est de la diffamation pure. » Siffla Marguerite, serrant le ledger. Louise, les yeux brillants, ajouta « Publiez cela. » Mais comment? Duval possède les journaux. Pourtant, l'agence d'Émilie s'éveilla, farouche. Elle ne fuirait plus. Le soir même, elle rédigea une lettre ouverte, d'une encre ferme, adressée à l'Académie des sciences et lettres de Lyon. Un cercle respectable où les intellectuels débattaient sans les chaînes des banquiers. Citoyens de Lyon, la finance qui nous étouffe cache des ombres. Voici les preuves d'une manipulation qui a ruiné des familles honnêtes. Elle joignit des extraits du ledger, anonymisés pour l'instant, et confia l'ensemble à un coursier discret, payé de ses maigres économies. L'action proactiva, non un cri solitaire, mais une initiative publique qui altérait déjà la perception. Le lendemain, des murmures coururent dans les traboules. Les Laurent ont des secrets contre Duval. Pierre réapparut comme un fantôme bienvenu 2 jours plus tard, frappant à la porte sous un ciel clair. Vêtu d'un veston de tweed gris, un pantalon droit et cravate noire, ses cheveux bruns ébouriffés par le vent, il entra, le regard assombri par la culpabilité. « Émilie, j'ai su pour le contrat. J'ai reculé par peur de vous entraîner plus bas. Mon silence. Ce n'était pas frieza, mais un devoir envers mes clients ruinés par Duval. J'ai perdu un frère dans un procès truqué. Je ne voulais pas vous offrir le même sort. » Il s'approcha, hésitant, et toucha du bout des doigts la broche à son col, ce camé qui les liait. « Votre lettre m'est parvenue. C'est preuve. Elle change tout. Laissez-moi vous aider. Pas comme amant, mais comme allié. La confiance que nous avons partagée sous l'orage, elle vaut plus que la passion. Leur rapprochement fut contenu, intense. Un regard prolongé, une main sur son épaule qui transmit une chaleur fraternelle plus profonde. Émilie hocha la tête, le cœur gonflé d'espoir. « Venez. Ensemble, nous exposerons cela. » Ils passèrent l'après-midi à trier les documents.
Pierre expliquant les failles légales, sa voix grave résonnant comme un baume. Un pic d'espoir. La lettre ouverte fut lue à l'Académie, provoquant un tollé discret. Des savants, des notaires, murmurèrent leur soutien. La perception sociale basculait, Émilie passant de paria à témoin courageuse. « Elle parle pour nous tous », chuchota un professeur, serrant sa main. Mais le Val de Danger suivit, amplifiant la menace. Duval riposta vite. Un article payé dans le Progrès de Lyon dépeignait Émilie comme une hystérique forgeant des mensonges pour éviter le mariage. Une intrigante use de faux pour salir un pilier de la finance. Ses espions rôdèrent. Un valet menaça Louise au marché. Pierre reçut un ultimatum. Abandonnez-la, ou votre licence saute. La pression montait. Chaque avancée du couple, une réunion secrète avec des alliés, évoquant une riposte plus féroce. L'indignation contre Duval culmina quand un témoignage anonyme, glissé dans les salons, révéla ses fraudes passées, familles évincées, ouvriers affamés. Lyon bouillonnait. Le public, ses soyeux et boutiquiers, grondaient contre le tyran en habit. Émilie, transformée, assuma son rôle. Elle organisa une pétition signée par 30 familles déposée à la mairie. Pierre à ses côtés, ils marchèrent dans les rues, collectant des voix. La confiance les liait, solides, au-delà des ombres. Mais au crépuscule, une invitation arriva, cachetée d'or. Assemblée publique à l'Opéra de Lyon, dans 5 jours. Monsieur Duval y défendra son honneur. Votre présence est requise. Le ganchot final, un affrontement décisif, où la vérité jaillirait sous les lustres, où les engloutirait tous. L'Opéra de Lyon se dressait comme un bastion de marbre et d'or sous les lumières vacillantes des becs de gaz, illuminant la place de la Comédie d'une aura solennelle. C'était une soirée d'automne 1890, l'air chargé d'une brume froide qui montait de la Saône, enveloppant les fiacres alignés et les silhouettes emmitouflées des invités. L'Assemblée publique, annoncée comme un débat sur les vertus de la finance lyonnaise, attirait la crème de la société, banquiers en habits noirs lustrés, soyeux en redingotes grises, veuves parées de dentelles sombres, et même des ouvriers curieux admis au balcon supérieur. Les lustres cristallins diffusaient une lumière chatoyante sur les velours rouges des fauteuils, tandis que l'orchestre accordait ses instruments dans un murmure tendu. Émilie Laurent franchit les portes massives, le cœur battant comme un tambour de guerre. À 25 ans, elle portait une robe de soie noire austère, cintrée à la taille par un corset discret, sa jupe à volants étouffée par un manteau de laine pour masquer sa silhouette frêle. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon sévère orné d'une unique perle, encadraient un visage pâle où perçaient des yeux verts résolus. La broche paternelle, ce camée en cornaline, épinglé à son corsage, pulsait comme un talisman vivant. À ses côtés marchait Pierre Beaumont, 32 ans, sa main effleurant discrètement le bras d'Émilie, un geste de soutien, chargé de la confiance forgée dans les ombres. Vêtu d'un frac ajusté soulignant ses épaules athlétiques, cravate de soie noire nouée avec précision, sa cicatrice au sourcil gauche accentuait son air déterminé, ses cheveux bruns légèrement ébouriffés par le vent. La salle bondée bourdonnait d'un mélange d'excitation et de suspicion. Duval, perché sur l'estrade centrale comme un roi en exil, dominait l'assemblée de sa stature imposante. À 40 ans, il arborait un smoking brodé d'or, moustache cirée luisante sous les projecteurs, ses yeux d'acier balayant la foule avec une assurance feinte. Autour de lui, des courtiers en gilets rayés et des notaires aux lunettes pincées formaient un rempart humain. « Mes chers Lyonnais !» tonna-t-il d'une voix grave qui couvrit les murmures. « Ce soir, nous défendons l'ordre. » Des rumeurs infondées, semées par des âmes jalouses, attaquent les piliers de notre économie. Fraude, manipulation, pure calomnie. Il agita un dossier épais, relié de cuir rouge, et un valet le distribua au premier rang. Des faux bilans, des lettres forgées accusant Émilie de complot, et un témoignage acheté d'un ancien clerc, Jacques Moreau, corrompu par une bourse pleine, jurant que le ledger des Laurent était un faux grossier. Le sabotage final frappa comme un coup de poignard.
Duval pointa un doigt accusateur vers Émilie, assise au 3e rang avec Pierre. « Et vous, mademoiselle Laurent, cette intrigante qui refuse un honneur marital pour des chimères, répand le poison. Voyez ses documents. Son père, un fraudeur. Elle, une voleuse de réputation. Son allié, cet avocat Beaumont, n'est qu'un complice zélé, prêt à ruiner des empires pour une cause perdue. » Des rires étouffés fusèrent, vite étouffés par des sifflets. La foule se divisa. Les banquiers applaudirent, les soyeux hésitèrent, leurs visages burinés par les ateliers exprimant une indignation croissante. Une veuve en robe de velours gris murmura « Encore des mensonges pour écraser les petits ». Duval sourit, carnassier, ignorant les protestations. Son plan culminait. Humilier publiquement le couple, forcer Émilie à un choix moral, plier ou briser. Émilie se leva, les jambes tremblantes, mais la voix claire comme une lame. Pierre posa une main sur son poignet, un regard bleu infusant de force. « Non, monsieur Duval », lança-t-elle, sa robe bruissant dans le silence soudain. « Vos documents sont des ombres projetées par votre propre cupidité. Voici la lumière. » Elle fit un signe à Pierre, qui grimpa sur l'estrade d'un pas assuré, portant une sacoche de cuir. La foule retint son souffle. Pierre déroula le vrai ledger, le portrait de son père, et les lettres authentiques projetées sous les lampes à arc improvisé. « Citoyens, regardez, 10 ans en arrière, Duval a falsifié un prêt au Laurent, gonflant les intérêts pour racheter à vil prix. Témoin, ce clerc, Moreau, que vous avez acheté. » Il révéla une lettre de confession, arrachée à Moreau par une confrontation privée la veille. Et voici le livre Kesha de votre banque, subtilisé par un allié honnête. Paiements occultes à des juges, sabotage de cargaison de soie. Un murmure enfla en rugissement. Duval blêmit, son cigare tombant au sol. Mensonges, ce sont des faux. Mais Pierre contre-attaqua, stratégie sociale affûtée. Il appela une témoin clé, une ouvrière des usines, une femme de 40 ans en châle usé, grimpant les marches sous les applaudissements. « J'ai vu Duval ordonner la destruction de Soieries pour justifier des pénalités. Ma famille a souffert. » La salle explosa, soyeux debout, poings serrés, criant « Justice! Voleur !» Duval recula, son empire craquelant sous les regards. Émilie s'avança, sa voix résonnant. « Nous ne cherchons pas vengeance, mais vérité. Choisissons l'honneur, non l'or souillé. » La communauté pivota. De l'humiliation, Émilie émergeait respectée, acclamée comme une héroïne des traboules. Les banquiers neutres hochèrent la tête, honteux. Les ouvriers scandèrent son nom. Le climax social culmina en euphoria pure. Duval, acculé, balbutia « C'est une conspiration !» Mais un notaire, allié de Pierre, lut à voix haute les preuves irréfutables. La foule se leva en ovation, chassant Duval de l'estrade sous les huées. Il trébucha, son dossier déchiré par des mains anonymes, fuyant par une porte latérale comme un rat. Victoire contundante. L'Assemblée vota une enquête publique immédiate, ruinant sa réputation en une nuit. Émilie et Pierre, côte à côte, sentirent le poids s'envoler, leurs regards se croisant dans un silence complice, chargé d'un engagement tacite, une alliance d'âme, scellée sans mots. Le silence post-tempestade enveloppa l'opéra, brisé seulement par des applaudissements épars. Émilie et Pierre descendirent, main dans la main pour la première fois, un geste intime au milieu de la foule dispersée. Dehors, sous les étoiles froides, ils marchèrent vers la Saône, le bruit des pas résonnant comme une promesse. « Nous l'avons fait !» murmura Pierre, son souffle chaud contre son oreille. Émilie sourit, le camé à son col luisant. « Ensemble, pour toujours !» Mais au loin, un fiacre solitaire s'éloignait. Duval en exil peut-être. L'avenir s'ouvrait, teinté d'un engagement muet, prêt à affronter les ombres restantes. Et maintenant, chers auditeurs, après cette victoire publique du couple, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires passionnantes de la belle époque. Les jours qui suivirent l'Assemblée à l'Opéra de Lyon s'écoulèrent comme un fleuve apaisé après la crue, emportant les débris de l'intrigue qui avait failli tout engloutir. La ville, encore frémissante des échos de cette nuit tumultueuse,
bruissaient de murmures victorieux dans les traboules et les marchés. Émilie Laurent, à 25 ans, se tenait plus droite que jamais, sa silhouette frêle, gainée d'une robe de serge bleu clair, simple mais élégante, avec un col de dentelle blanche qui soulignait sa gorge pâle. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon souple, orné d'une barrette d'argent neuve, encadraient un visage où les yeux verts brillaient d'une assurance conquise. La broche paternelle, ce camée en cornaline, reposait désormais sur une étagère de la maison rouverte, symbole d'un passé honoré, non plus un poids. Pierre Beaumont marchait à ses côtés ce matin-là, 32 ans, son veston de tweed gris ajusté à ses épaules larges, pantalon droit et cravate de soie noire, nouée avec une précision nouvelle. Sa cicatrice au sourcil gauche, autrefois marque de vulnérabilité, semblait un sceau de résilience. Ensemble, ils traversaient la place Bellecour, les marronniers en feuilles automnales, filtrant une lumière dorée sur les pavés encore humides de la brume matinale. L'enquête publique, votée dans l'euphorie de l'opéra, avait porté ses fruits. Des juges intègres, alertés par les preuves irréfutables du ledger et des lettres, avaient convoqué Duval dès l'aube suivante. Le magnate, acculé dans son bureau, aux colonnes de marbre, avait vu son empire s'effriter comme un château de sable. Henri Duval, à 40 ans, affronta le tribunal municipal 2 jours plus tard, vêtu d'un habit froissé qui trahissait son désarroi, sa moustache autrefois cirée pendant mollement sur un visage cireux. Les accusations pleuvaient, falsification de prêts, sabotage de cargaison, paiements occultes à des clercs corrompus. « C'est une cabale !» tonna-t-il, sa voix grave craquelant sous le stress. Mais les témoins défilèrent, l'ouvrière des usines, Jacques Moreau repentant, les familles de soyeux ruinés. Le juge, un homme austère en robe noire, lut les verdicts d'une voix implacable. « Monsieur Duval, pour fraude aggravée et abus de pouvoir, vous êtes condamné à l'exil volontaire hors de France, à la perte de vos droits bancaires et à une restitution triple des dommages aux victimes. » Duval blêmit, ses poings serrés sur la barre. Bas de prison. La société lyonnaise préférait l'oubli à l'éclat d'un procès retentissant, mais une chute vertigineuse. Ses banques saisies, ses salons désertés, son nom synonyme de trahison. Il quitta Lyon par un train de nuit, direction l'Italie. Un bagage maigre à la main, les yeux emplis d'une rage impuissante. Les fils légaux se nouèrent avec précision. L'échoppe des Laurent rouvrit sous un nouveau souffle, les dettes effacées, les saisies annulées par décret. Marguerite, la mère d'Émilie, à 50 ans, reprit les comptes avec une vigueur retrouvée, sa robe de laine sombre échangée pour un tablier brodé de soie neuve. « Ma fille, tu as sauvé plus que notre maison », murmura-t-elle un soir, les yeux humides, en serrant Émilie contre elle. Louise, la cousine, rayonnait dans une toilette de velours vert olive, ses connexions désormais tournées vers le bien. Elle organisa des thés pour recueillir des fonds récompensés par un poste honorifique à l'Association des veuves lyonnaises. Les alliés prospérèrent. Pierre, promu avocat en chef des affaires commerciales, vit sa charge de clients gonfler. Madame Fournier, repositionnée d'une neutralité complice à une bienfaitrice active, offrit son hôtel pour des réunions publiques. Même les neutres, comme le bibliothécaire, se rallièrent, prêtant des volumes sur l'économie pour des cours gratuits. Émilie et Pierre scellèrent leurs liens par un choix libre, loin des ombres du passé. Pas de contrat forcé, mais une alliance d'égal à égal, forgée dans l'intimité d'un jardin clos derrière la maison des Laurent. C'était un après-midi d'automne doux, l'air embaumé par les feuilles tombées et le parfum des chrysanthèmes. Pierre s'agenouilla, non avec un genou tremblant, mais une assurance partagée, sortant de sa poche un anneau d'or simple, sans pierre ni histoire toxique, forgé par un joaillier local, symbole pur de leur engagement. « Émilie, par la confiance que nous avons bâtie, voulez-vous marcher à mes côtés ? Non comme épouse soumise, mais comme partenaire dans la justice et l'avenir. » Elle posa sa main dans la sienne, les doigts entrelacés, et répondit d'une voix claire. « Oui, Pierre, ensemble nous tracerons notre chemin. » Pas de baiser passionné ce jour-là, mais un regard prolongé,
Un silence où leurs âmes se touchaient, suivi d'une étreinte chaste qui scella leur transformation. Émilie, autrefois hésitante, parlait désormais avec une voix de leader, guidant des ateliers pour femmes sur les bases des marchés. Pierre, adouci par la compassion, intégrait l'humanité dans ses plaidoiries, défendant non plus seulement les lois, mais les vies. Leur legs s'épanouit comme une graine plantée dans le fertile sol lyonnais. Émilie fonda une bibliothèque itinérante pour les filles de Soyeux, un chariot chargé de livres sur l'économie et les droits, sillonnant les quartiers ouvriers. « Le savoir n'est pas un privilège d'homme », déclarait-elle lors des premières sessions, sa robe de coton gris perle tachée d'encre, entourée d'enfants aux yeux écarquillés. Pierre, à ses côtés, organisa une école de droit gratuit pour les apprentis, transformant l'ancien bureau de Duval en salle de classe aux murs blanchis. Le nouveau équilibre s'installa. La maison de la rue Saint-Georges, rénovée avec des fonds collectés, devint un salon d'idées, où Marguerite servait du thé et Louise accueillait des alliés. Les Soyeux, libérés des chaînes usuraires, virent leurs affaires fleurir. Lyon respirait un air plus juste, teinté d'espoir. L'image finale gravée dans les mémoires fut celle d'un horizon radieux. Debout sur les quais de la Saône au crépuscule, Émilie et Pierre observaient le soleil se coucher, peignant le fleuve d'or liquide. Elle posa sa tête sur son épaule, un geste simple, amoureux. « Regarde, Pierre, notre avenir s'ouvre comme ce ciel. » Il l'embrassa alors, un baiser doux pour l'amour pur, sans hâte ni ombre. Derrière eux, la bibliothèque en action. Des jeunes filles lisaient à voix haute, leur rire porté par le vent. Le legs vivait, triomphant. Pourtant, un soir d'hiver, une lettre arriva d'Italie, cachetée d'un sceau inconnu. Duval est brisé, mais les loups se multiplient. Prenez garde au nouveau vent de Paris. Un ganchot doux pour l'avenir, un rappel que la vigilance perdure. Mais pour l'instant, la paix régnait, éternelle comme la soie de lion. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique à l'Opéra de Lyon, et la ville avait mué comme une chrysalide sous le soleil de la belle époque. C'était l'année 1900, et l'air automnal de la rue Saint-Georges portait encore l'odeur des mûriers et des soieries neuves, mais teintée d'une douceur nouvelle, celle d'un legs accompli. La maison des Laurent, autrefois ombre de ruines, s'était épanouie en un havre animé. Murs repeints en ocre clair, fenêtres agrandies, laissant entrer la lumière sur des étagères chargées de livres et de rouleaux chatoyants. L'échoppe au rez-de-chaussée bruissait à nouveau, non plus d'une survie précaire, mais d'un commerce florissant, où les clients venaient autant pour les tissus que pour les conseils d'Émilie. Émilie Beaumont, à 35 ans, se tenait sur le seuil ce matin-là, une robe de taffetas gris, perle cintrée à la taille, ses manches bouffantes, soulignant des bras forts forgés par les années d'action. Ses cheveux châtains, striés de fils d'argent précoce, cascadaient en un chignon élégant orné d'une barrette d'ivoire simple. Ses yeux verts, plus profonds, scrutaient la rue avec une tendresse mêlée de vigilance. À ses côtés, Pierre, 42 ans, en veston de laine bleu marine ajusté à ses épaules toujours athlétiques, sa cravate de soie noire nouée d'une main experte, tenait la main de leur fille aînée, Claire, 8 ans, une fillette aux boucles châtaines et aux yeux bleus hérités de son père. « Regarde, papa, les feuilles dansent comme des papillons !» s'exclama Claire, sa petite robe de coton blanc virevoltant au vent. Pierre rit, un son grave et chaleureux, sa cicatrice au sourcil gauche adoucie par le temps en un trait presque invisible. « Oui, ma chérie, et bientôt, tu apprendras pourquoi elles tombent, et comment les arbres renaissent. » Leur mariage, célébré 2 ans après la chute de Duval dans une chapelle discrète de la colline de Fourvière, avait scellé non un devoir, mais un amour mûri dans l'adversité. Pas de grand bal, mais une union intime, entourée de Marguerite, Louise et des alliés des Traboules. Émilie avait porté une robe de soie ivoire, simple, avec un voile de dentelle hérité de sa grand-mère. Un rituel sans ombre toxique. Pierre l'avait embrassée sous les cloches, un baiser doux, chargé de promesses partagées. Depuis,
2 enfants avaient béni leur foyer. Claire vivait curieuse, et le petit Henri, 4 ans, un garçon espiègle aux yeux verts, courant déjà après les échantillons de soie dans l'échoppe. « Maman, raconte encore l'histoire du grand loup !» implorait-il souvent, perché sur ses genoux. Émilie souriait, sa voix claire tissant le récit sans amertume, la victoire sur l'injustice, transformée en leçon pour les générations. Leur amour avait résisté au temps, s'approfondissant comme un fleuve calme. Les nuits, dans leur chambre aux murs tapissés de papier peint floral renouvelé, ils se confiaient encore, mains entrelacées sous les couvertures de lin. « Tu m'as sauvé, Pierre », murmurait-elle parfois, sa tête sur son épaule. Il caressait ses cheveux, répondant d'une voix basse « Non, Émilie, nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Ton feu illumine encore mes jours. Pas de passion dévorante, mais une intimité solide, nourrie de regards complices et de silences paisibles, où le passé n'était plus un fardeau, mais un fondement. Les changements familiaux et sociaux rayonnaient comme des ondes sur la Saône. Marguerite, à 60 ans, veuve sereine, vivait avec eux, aidant à l'échoppe dans une robe de laine douce, ses cheveux grisonnants noués en tresses. « J'ai vu le pire, et maintenant ?»« À la joie !» disait-elle, les yeux brillants en berçant Henri. Louise, à 40 ans, s'était remariée à un soyeux honnête, veuve transformée en mère de 2 garçons. Elle gérait désormais l'association des femmes lyonnaises, un cercle qu'Émilie avait fondé, enseignant aux filles les arcanes des marchés sans les chaînes du silence. La bibliothèque itinérante d'Émilie avait grandi. Un bâtiment modeste près des Halles, rempli de volumes sur l'économie, les droits et les sciences, où des dizaines d'élèves, filles et garçons, venaient chaque après-midi. « Le savoir libère », déclarait Émilie lors des leçons, sa robe tachée d'encre, entourée de visages avides. Pierre, avocat respecté, dirigeait un cabinet dédié aux petits commerçants, sa charge gonflée par la réputation forgée dans la tempête. Lyon avait changé, les prêts usuraires bannis, les usines plus justes, les voix des femmes entendues dans les assemblées. Les soyeux, libérés, exportèrent jusqu'à Paris et les traboules résonnèrent de rires au lieu de plaintes. Mais le prix payé par certains pesait encore, teinté de nostalgie amère. Duval, exilé en Italie, avait sombré dans l'oubli. Rumeur disait qu'il végétait à Gênes, ruiné, veillant une petite pension de sa moustache blanche. Moreau, le clerc repentant, avait payé cher sa corruption, un exil volontaire en Suisse où il enseignait humblement, rongé par la culpabilité. Madame Bertrand, cette commère du salon, avait vu sa réputation ternie, isolée dans son hôtel vide. Un rappel que l'indifférence a un coût. Même parmi les alliés, des cicatrices persistaient. Un soyeux, témoin clé, avait perdu un fils dans une usine sabotée jadis, et son regard voilé lors des réunions évoquait les ombres non effacées. Ce jour-là, alors que le soleil filtrait à travers les marronniers de la place, la famille Beaumont se dirigea vers la bibliothèque. Émilie porta Henri sur sa hanche, Pierre tenant Claire par la main. Marguerite et Louise les rejoignirent, un panier de pâtisserie à la main. À l'intérieur, des dizaines d'élèves les attendaient, et Émilie entama une leçon sur les cycles des marchés, Pierre ajoutant des notes sur la justice. Les enfants riaient, absorbant les mots comme une éponge. Au crépuscule, assis sur un banc dehors, Émilie se tourna vers Pierre, une larme furtive au coin de l'œil. 10 ans. Et tout cela de cette étincelle au bal. Il serra sa main, son regard bleu infini. Nostalgie, oui, mais regardons devant. Notre legs vit en eux. Les enfants couraient, libres, sous le ciel lyonnais, et le vent portait un écho doux. La paix conquise, éternelle. Au cœur de cette belle époque lyonnaise, où les soieries chatoyantes masquaient tant d'ombres et de lumières, l'histoire d'Émilie et Pierre nous enseigne des leçons éternelles, gravées comme les motifs d'une tapisserie indestructible. D'abord, la force réside dans le savoir, non dans l'or, ou les alliances imposées. Émilie, une femme reléguée au silence, transforma sa connaissance en arme, prouvant que l'ignorance n'est pas un destin, mais un voile que l'on peut déchirer,
Dans un monde où les classes sociales dressaient des murs impénétrables, elle nous rappelle que la voix, une fois libérée, ébranle les empires les plus solides. La justice n'attend pas les puissants. Elle naît des cœurs honnêtes, des alliances forgées dans l'adversité, comme celle entre Émilie et Pierre, où la confiance supplanta la passion brute pour bâtir un amour durable. Ensuite, l'indignation contre l'injustice forge les héros. Duval, ce magnate aux griffes d'acier, incarna le poison de l'ambition dévorante, ruinant des vies pour gonfler son coffre. Mais face à lui, le courage collectif des soyeux aux ouvriers, des salons aux traboules, triompha, nous montrant que la solidarité brise les chaînes plus sûrement que la solitude. Et enfin, la victoire n'est pas un éclat fugace, mais un legs qui perdure. 10 ans plus tard, la bibliothèque d'Émilie et l'école de Pierre illuminent encore Lyon, enseignant aux enfants que l'équité est un héritage à cultiver, non un don du ciel. Ces leçons nous invitent à questionner nos propres silences. Et si, aujourd'hui, nous osions parler contre les Duval de notre époque, la transformation promise au début de ce récit s'accomplit non dans la gloire personnelle, mais dans un horizon partagé, où l'amour et la justice dansent comme une valse éternelle. Chers auditeurs, si cette saga de Lyon vous a emporté dans ces tourbillons d'émotions, de rires étouffés au triomphe cathartique, dites-le moi en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti lors du climax à l'opéra, ou quelle leçon résonne le plus en vous. Pour savoir qui a suivi cette histoire jusqu'au bout et aidé à propager ces récits inspirants, écrivez le mot « justice » dans les commentaires. Un simple geste qui illumine notre chaîne comme une chandelle dans la nuit lyonnaise. Et n'oubliez pas, d'autres narrativas envoûtantes de la belle époque vous attendent, avec des intrigues tout aussi passionnantes sur les amours interdits et les révoltes cachées. Cliquez sur les cartes pour les découvrir dès maintenant et laissez-vous emporter par de nouvelles aventures. Merci d'avoir partagé ce voyage. Votre engagement fait vivre ces histoires pour toujours. À bientôt, sous les lustres de l'histoire.